Je vous invite donc à prendre quelques secondes pour réfléchir aux monstres auxquels vous pourriez associer la grammaire. S'agirait-il plutôt du fantôme? S'agirait-il plutôt du comte Dracula ou encore du monstre de Frankenstein? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour y répondre, pour voir un petit peu la perception que vous en avez de cette grammaire en cours de FLE. Bien, alors je vois que la majorité des réponses, pour le moment, on dirait que tout le monde a l'air de dire que c'est plutôt ce pauvre monstre de Frankenstein. On a eu un pour Dracula et un pour le fantôme. Ah, voilà, je vois une personne qui dit aussi les trois à la fois. Bien. Alors, je vois donc même, elle s'alimente du sang et des larmes de nos apprenants. Voilà, alors effectivement, bon, cette perception reste personnelle. Euh, est-ce que c'est plutôt le fantôme absent mais transparent? Visiblement, c'est pas le cas. C'est plutôt ce pauvre monstre de Frankenstein qui, euh, qui effraie les apprenants, qui nous effraie peut-être nous aussi quand on doit aborder la grammaire en classe de FLE. Alors, je vous propose de voir le programme euh, de ce webinaire sous forme de questions. La première, ce sera comment présenter la grammaire en classe de FLE, donc les différentes approches, ou en tout cas différentes approches que nous pouvons utiliser. Comment adapter aussi ce que nous proposent les manuels. Comment systématiser les structures grammaticales. On ne va pas se concentrer uniquement sur comment expliquer la grammaire, mais aussi sur la partie plutôt pratique. Et pour terminer, euh, peut-être plus en douceur, j'aime le croire en tout cas, quelles activités ludiques proposer aussi à nos apprenants. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous pour vos réponses dans le chat. Alors, euh, la première question, ben, ce serait de quelle manière, et j'insiste sur le pluriel, de quelle manière peut-on faire de la grammaire en classe? Alors, il y a différentes approches qui existent euh, pour aborder la grammaire en classe de FLE. Ici, pour des questions de temps, je vous propose de nous concentrer sur trois d'entre elles. La première, ce serait une approche en reprenant à chaque fois, vous allez voir, nous allons reprendre à chaque fois la séquence pédagogique. La première, nous passerions d'abord par une phase de sensibilisation avant d'arriver à une phase de compréhension globale euh, détaillée le plus souvent, ou ça peut être, on peut passer par une phase de compréhension globale, pardon, compréhension globale et détaillée. Euh, on retrouverait les deux ici. Et nous passerions directement à une phase d'explication de la règle ou des règles. Nous le verrons dans quelques instants sous forme d'exemples un peu plus concrets. Ici, c'est pour vous présenter la séquence pédagogique si on suit cette approche. Après avoir expliqué les règles ou la règle, on passerait à des activités de systématisation et finalement à la production, qu'elle soit orale ou écrite. Alors le fait d'expliquer, nous, en tant que professeurs, directement les règles, on serait plutôt dans une approche donc dite déductive explicite. Pourquoi? Parce que la règle, elle va être donnée directement aux apprenants et elle est formulée, comme son nom l'indique, de manière explicite. Il est probable d'ailleurs que certaines d'entre vous aient eu des professeurs, que ce soit dans des cours de français, d'anglais ou d'espagnol, des professeurs qui commençaient même directement leur, euh, euh, leur leçon, leur cours, par une explication grammaticale, sans même avoir vu un document authentique, ce à quoi normalement nous sommes formés aujourd'hui. Alors, pour la deuxième approche, c'est un schéma, somme toute, assez similaire. On aura toujours la phase de sensibilisation. On aura aussi cette partie plus de compréhension globale détaillée, euh, globale et détaillée. À nouveau, ce serait en deux étapes.
Et nous passerons ensuite par une étape d'observation et de repérage dans le document authentique. C'est ce que nous faisons le plus souvent, en tout cas c'est ce à quoi nous amène le plus souvent les manuels actuels, hein, de retrouver certaines expressions, de retrouver certaines formes verbales, certaines terminaisons, certaines fonctions aussi, euh, pour ensuite arriver à une phase de conceptualisation, la phase 4, où nous allons donc normalement formuler la règle. Alors je dis nous, l'idée ici n'est pas que ce soit nous en tant que professeurs qui la formulions, sinon que ce soit nos apprenants, que ce soit vraiment le groupe qui, à partir de ces observations et du repérage, arrive à formuler une règle, des règles grammaticales, ce qui leur permettra ensuite d'arriver à la réalisation d'activités de systématisation et finalement de production. Cette approche-ci n'est plus déductive, étant donné que ce n'est pas nous qui la présentons, mais bien les apprenants qui vont d'abord devoir observer, comprendre, analyser à partir du document authentique, mais ça reste explicite car ils vont formuler la règle. Voilà. Euh, Bien sûr, au niveau de la phase de conceptualisation, nous avons toujours un rôle à jouer. Le fait que nous ne donnions pas directement la règle ne signifie pas que nous allons laisser euh, les apprenants complètement seuls dans la formulation. Nous devons bien sûr les accompagner pour confirmer leurs hypothèses ou, si leur hypothèse n'est pas correcte, les rediriger pour les amener progressivement à une formulation plus correcte de la règle. Alors, comme je vous l'indiquais, il y a une troisième approche, une approche qui n'est pas tellement présente, en tout cas dans ce que j'ai pu voir dans de nombreux manuels de FLE, c'est l'approche inductive implicite. Dans le cas de l'approche inductive implicite, on conserve la phase de sensibilisation, la phase de compréhension globale et détaillée. On va toujours avoir une observation et un repérage, mais on ne va pas passer par une formulation à proprement parler de la règle. C'est-à-dire que là, on va se concentrer directement ou presque directement après avoir réalisé une phase de compréhension sur les activités de systématisation. Euh, donc ici, vraiment, l'objectif, il faut se dire que la formulation de la règle n'est pas, de manière générale, en fait, notre objectif, peu importe l'approche que l'on va employer, sinon que notre objectif, c'est d'arriver à une production. Donc, si on y pense, on peut arriver, dans certains cas, à des activités de systématisation qui vont nous permettre de pratiquer directement un point grammatical. Je vous rassure, à nouveau, on verra dans quelques minutes quelques exemples concrets pour voir comment est-ce qu'on peut y arriver sans passer par la règle. Voilà. Euh, Si vous y pensez, cette approche inductive implicite, en réalité, c'est une approche qui est très similaire à un apprentissage de la langue en, en immersion, euh, que ce soit par exemple des enfants qui apprennent la langue ou des adultes qui sont en train de vivre dans un pays étranger et qui apprennent la langue, mais en dehors d'une salle de classe. Vraiment, ce serait l'idée d'apprendre de cette manière. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les les différentes approches, l'une après l'autre, à travers des exemples. Le premier exemple que je vous propose ici, c'est un exemple tiré du manuel défi 2. Alors, dans le cas du manuel défi 2, quand le comparatif
est abordé, on peut voir ici que le tableau est donné directement. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de travail de la part des apprenants, des apprenantes pour, euh, pour formuler une règle. C'est-à-dire que là, la règle est donnée. Il n'y a absolument rien. Si vous regardez, il n'y a rien à compléter. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'observer le tableau et de souligner les comparatifs dans le blog. Voilà, donc on donne la règle et les activités après d'analyse sont postérieures. Alors, ce qu'on peut voir comme avantage, parce qu'il y a quand même des avantages à travailler de cette manière, ça va être, pardon, ça va être justement que certains apprenants peuvent être habitués à, à ce qu'on leur donne directement la règle. Je m'explique. Si on est face à des apprenants qui ont, par exemple, pour donc, une question générationnelle, peut-être des apprenants qui auraient 40, 50, 60 ans, et ils ont déjà été habitués à prendre une langue où on va leur donner des règles, ils peuvent avoir certains automatismes, et créer de nouveaux automatismes risque d'être plus compliqué pour eux que de s'habituer en fait à une démarche où ils vont devoir passer par une phase d'analyse pour ensuite dégager la règle par eux-mêmes. Une autre, pardon, voilà, désolé, en ce 31 octobre, moi je suis possédé par le démon de la gorge sèche et de la quinte de toux. Alors, je disais donc, on peut aussi avoir des cas où on aurait déjà étudié, pour reprendre ce cas précis, le comparatif. Dans ce cas-là, on pourrait tout à fait envisager en fait de passer par un tableau récapitulatif pour faire un rappel, où notre objectif ne serait pas tellement la conceptualisation, sinon d'arriver directement à un petit rappel grammatical pour refaire des activités de systématisation. Ça peut arriver dans des cas où on voit certains élèves qui auraient besoin d'activités de renforcement, où en fait ils connaissent parfois même la règle, mais ce dont ils ont besoin, c'est plutôt d'activités de systématisation. On peut donc le faire de cette manière-là, leur faire un petit tableau récapitulatif. Ça peut même être le cas, par exemple, quand on propose des activités de renforcement en autonomie, pour leur rappeler, voilà, souviens-toi, la règle, c'est ça, et que ça leur serve de modèle pour qu'ils puissent réaliser les activités. Un inconvénient, c'est que on rend nos apprenants dépendants du professeur, de la professeure, parce qu'ils n'ont pas, ils ne prennent pas ce réflexe d'autonomie, ils n'ont pas ce réflexe normalement euh, d'analyse et de questionnement de pourquoi est-ce que on utilise telle ou telle structure avec telle fonction, mais aussi avec telle forme. Voilà, souvenons-nous toujours que la grammaire, ce n'est pas que la forme, ce n'est pas que la structure, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait. Il faut toujours se rappeler qu'on a un contexte. Voilà. Et donc ici, justement, avec ce tableau, on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est vraiment indispensable de le donner tel quel à nos apprenants? Est-ce qu'on ne pourrait pas le modifier? Ça, on le verra un peu plus tard, dans la partie justement où on va adapter ce que nous propose le manuel. Je vous donne un autre exemple. C'est le cas ici, il me semble que c'était dans Entre nous un, quand on voit le verbe s'appeler au présent. Si vous voyez, ici à nouveau, on donne un tableau de conjugaison. Alors ça peut être très bien parce qu'on donne directement ce tableau et donc les apprenants, à partir de ce moment-là, peuvent voir que, ah ok, pour les verbes en ER au présent, on aura telle ou telle terminaison. Néanmoins, si on regarde bien le document, on pourra voir par exemple qu'on a je m'appelle Ulf et je m'appelle Pedro. On aurait très bien pu ne pas indiquer la terminaison pour la première personne du singulier.
Voilà, ça, on aurait pu le faire. Voilà, mais ça, c'est donc un exemple pour vous montrer un cas très concret de déductive explicite. On donne directement la règle et il n'y a pas de réflexion de la part des apprenants euh, pour établir la règle. La deuxième approche, comme on l'a dit, c'est donc l'inductive explicite. Inductive explicite, ça veut donc dire qu'il va y avoir une phase d'observation de la part de nos apprenants, une phase d'observation, une phase de repérage et une phase de conceptualisation. Si nous regardons ici le tableau posé donc sur les prépositions et les noms de pays et de villes, vous pouvez voir qu'on a plusieurs éléments à compléter. Alors bien sûr, il y a de nombreux éléments qui sont déjà donnés, mais il y aura malgré tout une réflexion de la part de nos apprenants. Ça, c'est un avantage. Cet avantage donc de créer une habitude chez les apprenants, de pouvoir observer les documents, de pouvoir les comprendre et à partir de là, pouvoir tirer des conclusions. Si on y pense, c'est assez proche de la phase de compréhension. En réalité, on peut même, avant de passer par, avant d'arriver au tableau, pardon, on peut très bien imaginer que l'on pose d'abord des questions aux apprenants pour qu'ils arrivent progressivement à dégager la règle. Ça va donc créer des habitudes de réflexion chez eux et chez elles qui serviront non seulement quand on travaille sur la grammaire, mais de manière générale sur leur autonomie en tant qu'apprenants et apprenantes de la langue française et de manière plus globale en fait sur, sur leur esprit critique. Ça aura de nombreux avantages. L'inconvénient majeur, à mon sens, c'est le fait que certains apprenants ne sont pas habitués à avoir toute cette phase d'analyse qui peut même sembler longue pour certains d'entre eux, et donc on peut se retrouver face à des apprenants qui vont peut-être avoir une certaine frustration quand on passe à cette phase de conceptualisation. Là, c'est aussi notre rôle justement de leur expliquer que cette phase d'analyse prend tout son sens dans le sens où ça va leur permettre à eux de mieux comprendre ce qu'ils utilisent, mieux comprendre ce qu'ils vont utiliser, très probablement de mieux commencer les activités de systématisation et finalement de mieux les utiliser dans une production, dans la vie quotidienne, parce qu'ils auront une phase d'analyse qui leur permet déjà de mieux assimiler le contenu grammatical. Et un inconvénient qu'on peut voir aussi de notre côté, c'est qu'on peut avoir l'impression en tant que professeur que la phase de conceptualisation, ça prend beaucoup plus de temps. Alors oui, c'est vrai que dans l'immédiat, faire compléter un tableau, ça va prendre plus de temps que de le donner directement complété à nos apprenants. Mais on se rend compte que sur le long terme, faire réfléchir nos apprenants à, donc à la structure, au fonctionnement du point grammatical, ça va leur permettre de mieux l'assimiler et donc d'éviter qu'ils l'oublient trop rapidement. Voilà, c'est le risque avec la déductive explicite. Quand on donne directement un tableau, il n'y a pas une phase d'analyse, il y a souvent une phase plutôt de mémorisation, et cette mémorisation peut ne pas être vraiment pérenne. Elle ne va pas être sur le long terme, contrairement à la phase d'analyse de l'inductive explicite. C'est ce qu'on a donc pour ces approches. Alors, on arrivera après à l'approche inductive implicite, mais pour ça, il faut d'abord qu'on passe par la phase d'adaptation. Alors, souvenez-vous toujours que on a un manuel. Alors, un manuel, on l'a choisi pour des raisons euh, spécifiques. On a probablement analysé les documents qui sont proposés, les documents authentiques. Est-ce que ça s'adapte bien à nos besoins par rapport au groupe
que l'on va avoir. Est-ce que ça respecte par exemple le cadre européen commun de référence pour les langues? Est-ce qu'il y a une variété de documents? Est-ce qu'il y a une variété d'activités? Est-ce que ça respecte aussi la séquence pédagogique? Mais on ne doit pas se sentir obligé de respecter l'ordre de toutes les activités et on n'est pas obligé non plus de présenter les activités telles qu'elles sont présentées dans dans le manuel. Alors, je vous donne ici l'exemple du comparatif. Si on reprend le comparatif, on peut en fait, je dirais simplement, cacher directement les réponses dans le tableau et projeter ce nouveau tableau, si on a un projecteur en classe, projeter directement la diapositive, mais en ayant fait les modifications. Alors, vous me direz, oui, mais Quentin, parfois les apprenants, bah, ils vont se plonger spontanément dans le livre, c'est vrai. Parfois, les apprenants ont même tendance à se plonger dans les tableaux de grammaire avant même d'être passés par la phase de compréhension. Mais rien ne nous interdit de leur demander, par exemple, bah, de fermer leur livre, de jouer le jeu. Voilà, fermez votre livre. Et de notre côté, on peut aussi projeter le texte à côté. On peut le faire de cette manière. Si on veut qu'ils aient accès au livre, on pourrait très bien aussi imaginer tout simplement que le temps qu'on soit sur la phase d'analyse, euh, ils, ils aient un post-it pour cacher le tableau. Voilà, leur demander de prendre pendant quelques minutes de cacher le tableau pour qu'il n'y ait pas accès directement. À partir de ce nouveau tableau, on peut passer par la phase d'analyse. On peut très bien leur demander avec des questions. Je reprends cet exemple ici du comparatif. On peut très bien leur demander, par exemple, euh, leur poser une question, leur demander de retrouver les éléments de comparaison dans le texte. On peut les guider aussi en leur demandant de retrouver des éléments de comparaison d'infériorité, d'égalité ou de supériorité. Ça va être nous, en fait, de pouvoir guider progressivement leur analyse. On ne va pas on ne va pas nécessairement les laisser dans le flou complet. Et quand je dis qu'on va les guider, on peut aussi anticiper. Euh, nous avons de l'expérience, nous connaissons nos groupes, nous apprenons à les connaître, et en fonction de cela, on peut connaître, on peut savoir ou non si nos apprenants auront tendance à trouver facilement, à repérer facilement les occurrences qui seront nécessaires pour ensuite dégager la règle. On peut aussi savoir que certains apprenants vont avoir besoin d'être plus guidés que d'autres, ou parfois c'est même l'ensemble du groupe. Ça peut nous arriver. Dans ce cas-là, rien ne nous interdit de projeter le texte et de souligner les occurrences de comparaison directement dans le texte. On ne va peut-être pas le faire nécessairement directement. On peut très bien commencer, poser la question et voir s'ils y arrivent ou non par eux-mêmes. Les pousser à cette réflexion. Si on voit que ce n'est pas le cas, on peut les guider comme ceci. Si ce n'est pas suffisant, on peut encore aller plus loin. Par exemple, avec un code de couleur. Vous voyez ici, par exemple, j'ai souligné, j'ai beaucoup moins d'objets qu'avant, mon mari a moins de vieilles affaires que moi, je suis moins sentimental que lui, en rouge. Ça ne veut pas dire nécessairement que nous sommes en train de donner la réponse à nos apprenants. Par contre, nous sommes en train de les guider.
Il en va de même pour les autres couleurs, ce qui leur permet progressivement de dégager la règle. Même si on doit les guider, ici, il y aura quand même toujours une phase d'analyse. Et au besoin, on peut bien sûr donner la règle, mais ça devrait toujours être en dernier ressort. Vraiment de se dire que la réflexion doit d'abord venir de nos apprenants. Ok, même si ça peut nous paraître un peu long, ça va les aider. Ça va les aider et progressivement, ils vont pouvoir mieux assimiler. Et peut-être que cette fois-ci, pour ce point-là, ils auront besoin d'être plus guidés. Mais plus on va les guider, plus on va les habituer à être guidés et de moins en moins guidés, plus on devrait leur permettre de développer leur esprit critique et leur capacité à énoncer une règle. Il en va de même ici, par exemple, pour le verbe s'appeler au présent. Alors, faire une modification comme ça du tableau, c'est assez rapide. Vous n'avez même peut-être même pas besoin de le recréer. Très sincèrement, cette modification, moi, ça m'a pris 1 minute. Vous créez votre PowerPoint ou tout autre outil que vous utilisez pour créer vos cours. Il est tout à fait possible. En fait, vous faites une capture d'écran du livre. Si vous voulez reprendre le tableau, voilà, vous choisissez l'outil forme carré blanc. Vous créez vos carrés blancs, vous faites un copier-coller, vous les déplacez. Ça vous prend quelques secondes, 1 minute, 5 minutes, tout au plus, selon le type de document. Là où on peut questionner aussi le manuel, ça va être aussi dans le choix du document. Pour présenter un point de grammaire, on peut se rendre compte ici, par exemple, ça arrive beaucoup pour les conjugaisons des verbes. Si vous regardez ici, ce document, par exemple, ne présente le verbe s'appeler qu'à la première personne du singulier. Or, si notre idée, c'est que nos apprenants connaissent les terminaisons du verbe s'appeler, peu importe les personnes, pourquoi ne pas proposer un texte euh, où on retrouverait, alors peut-être pas nécessairement les 6 personnes, mais en tout cas où on pourrait avoir je, il, nous et il, elle au pluriel. Voilà, où on aurait la présentation, par exemple, juste Ulf ou juste Pedro, qui présenterait sa famille. Il pourrait parler de lui, il pourrait parler de sa compagne, il pourrait parler aussi de, de ses parents, par exemple. On pourrait avoir comme cela plusieurs personnes. Donc ça, on peut le faire. Rien ne nous oblige de reprendre exactement ce que nous propose le manuel. Il faut aussi avoir justement ce recul pour déterminer comment on va présenter tel ou tel point de grammaire. Ça, c'est le cas donc de l'approche déductive explicite, où on vous présente directement la règle, mais on peut très bien adapter, passer par une phase de réflexion, passer par une phase de guidage pour amener nos apprenants à compléter le tableau, ou même, on ne le verra, pas nécessairement que des tableaux. Dans le cas de la phase, de l'approche, pardon, inductive explicite, euh, on a vu qu'on peut compléter, et donc il y a déjà une phase de compréhension, une phase d'observation, une phase de repérage. Or, même si c'est une approche qui peut déjà amener un peu plus à la réflexion, rien ne nous empêche d'aussi adapter les tableaux qui sont proposés ici. Si vous voyez dans ce cas-ci, on avait pour les noms de, et en fait, le manuel proposait directement pour les noms de pays. Vous voyez, la préposition tatata plus pays, la préposition plus pays, la préposition etc. pour les noms de ville et la préposition à plus ville. Rien ne nous interdit de là aussi cacher le fait que ce soit une ville ou un pays pour amener nos apprenants à la réflexion. Surtout que dans ce cas-ci, vous voyez, on a par exemple déjà l'exemple qui est donné. Donc ça, on peut aussi adapter. Rien ne nous interdit de le faire pour amener nos apprenants à plus de réflexion. Surtout que si vous regardez,
l'activité qui accompagne, qui était juste avant, c'est une activité où on vous dit déjà, la Maison Rose est à Buenos Aires, en ta ta ta, la place Gemma Elfna est à Marrakech, au, etc., etc. Donc, cette activité est déjà suffisante pour amener nos apprenants à compléter. C'est pour ça qu'il faudrait toujours avoir cette réflexion, toujours se poser la question, qu'est-ce qui explique que le tableau est déjà complété? Est-ce que mes apprenants ne seraient pas capables, par eux-mêmes, de le faire? Et ici, c'est le cas. On peut tout à fait le faire. Alors, en parlant justement d'adaptation, on peut avoir des tableaux, mais aussi, on est, on peut aussi passer par exemple, des cartes heuristiques. Si on prend par exemple Marion Charot, il y a plusieurs cartes heuristiques. Ici, c'est le cas pour le subjonctif. Donc, si vous regardez, on a vraiment plusieurs parties dans ce document. C'est un seul document et on retrouve de nombreux éléments très intéressants. On peut retrouver donc les verbes irréguliers. On va retrouver aussi les auxiliaires, surtout dans le cas donc de la formation du subjonctif passé. Et on a aussi la formation générale au subjonctif et quelques cas particuliers. Donc, on peut très bien imaginer que l'on crée ensemble avec nos apprenants une carte heuristique dans le cas par exemple des conjugaisons où on pourrait retrouver aussi la fonction, hein, pourquoi est-ce qu'on utilise le subjonctif, avec quelles expressions on pourrait ajouter ces éléments. Donc le tableau, les tableaux sont utiles, sont, je dirais, la forme par excellence proposée dans les manuels pour présenter la grammaire, mais ce n'est pas la seule. On peut imaginer aussi des infographies. On peut imaginer aussi des cartes mentales, non? On aurait euh, une bulle centrale et on aurait donc effectivement, comme ici, plusieurs éléments qui partiraient d'un élément central. Alors, il nous reste une approche pour laquelle nous n'avons pas encore vu euh, d'exemple, c'est l'approche inductive implicite. Alors, pour l'approche inductive implicite, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas présentée directement comme on le voit dans les manuels? Eh bien, pour la simple raison que c'est en réalité extrêmement rare de la retrouver parce que la grande majorité pardon, des manuels nous présente un tableau où on va formuler la règle. On va la formuler, nos apprenants vont la formuler, ou on va directement la donner, comme on a pu le voir, que ce soit l'approche déductive explicite ou l'inductive explicite. Dans l'inductive implicite, l'idée est de ne pas formuler la règle. Par exemple, si on vous donne ce petit document, mes souhaits pour 2025. Et voyez qu'on a ici, en 2025, je voudrais partir en vacances en Europe, je voudrais réussir mes examens, je voudrais passer du temps avec mes amis, je voudrais manger beaucoup de pâtes, je voudrais commencer à jouer au football. Voilà, on peut imaginer que ce sont les souhaits euh, d'un enfant, d'un adolescent, même peut-être d'un jeune adulte, pourquoi pas. Et vous aurez probablement vu qu'on a cette répétition de je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais. On pourrait très bien, dans une phase de compréhension, dans l'étape de compréhension, poser des questions euh, du type, du type vrai ou faux, par exemple. Ces actions sont dans le passé. Vrai, faux. Euh, la personne qui écrit a déjà réalisé ces actions. Oui, non. Cette personne veut réaliser ces actions. Donc, on peut même poser plusieurs questions qui, en réalité, auraient un sens similaire. Est-ce qu'elle veut faire ces actions? Est-ce que c'est son désir? Est-ce qu'elle peut faire ces actions? Avec oui, non, peut-être. Donc, passer plutôt par une phase de compréhension.
et arriver rapidement sur une activité de systématisation. Et vous, quels sont vos souhaits, pour 2025? Et il faudrait alors céder des verbes en étiquette. L'idée serait bien entendu que nos apprenants mais, reprennent le modèle qu'ils ont ici. Et en réalité, si on y pense, c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt, c'est que un enfant qui apprend une langue, un enfant normalement ne va pas utiliser une structure grammaticale, ne va pas utiliser du vocabulaire s'il ne les a pas entendus avant. Il va fonctionner par mimétisme, il va fonctionner en copiant ce qu'il entend, en copiant ce qu'il lit. Et c'est la même chose parfois quand on est déjà un adulte qui apprend une langue étrangère dans un autre pays. On passe par une phase de mime. On a besoin comme ça de copier ce qui est dit par les personnes. Ça vous est peut-être probablement déjà même arrivé, si vous avez vécu en France, ou même dans le cas des francophones euh, non hispanophones qui arrivent ici au Mexique ou dans un autre pays d'Amérique latine, où on entend une expression et on commence à l'entendre dans son contexte, et grâce au contexte, on commence d'abord à la comprendre, par répétition, on l'entend plusieurs fois, et on commence à l'utiliser. On ne va peut-être pas l'utiliser de manière correcte dès le départ, mais c'est justement l'objectif des activités de systématisation. On a besoin d'activités de systématisation pour pouvoir réemployer une structure grammaticale spécifique. C'est le cas, par exemple, ici. On va demander à nos apprenants donc de répéter. Je voudrais, je voudrais, je voudrais. Et peut-être qu'ils ne savent même pas qu'en réalité, ils sont en train d'utiliser la première personne, euh, donc du singulier, le verbe vouloir au conditionnel présent. Ça, ils ne le savent peut-être pas. Mais ils sont en train de l'utiliser. Parce qu'ils ont compris à quoi ça servait. Voilà. Parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est l'utilisation. L'utilisation en contexte. Et cette utilisation en contexte, elle demande une compréhension. Il faut d'abord que nos apprenants comprennent la fonction de la structure avant de voir quelle est cette structure. Voilà, ils ont peut-être compris que je voudrais, et un autre élément, ça veut dire que ils souhaitent, ils désirent pour l'avenir. Après, ils vont peut-être mal utiliser je voudrais, ils vont peut-être vouloir conjuguer le verbe qu'on aura après. Mais ils ont déjà compris la fonction. La structure viendra après grâce à la systématisation. Alors justement, la systématisation, on peut se poser deux questions principales. La première, c'est pourquoi systématiser? La deuxième, c'est comment systématiser? La première, pourquoi systématiser? Voir une structure, ça ne veut pas dire qu'on l'assimile. Ça nous arrive, et ça presque, peut-être, je ne sais pas si tous les cours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine peut-être, que un apprenant vous demande un mot de vocabulaire, quelle est sa signification, et le même apprenant peut-être que quelques jours après va vous demander à nouveau quelle est la signification de ce mot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore assimilé. Peut-être que vous lui avez dit, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord d'une phase de compréhension, mais on a aussi besoin d'assimiler. D'assimiler pour pouvoir produire. Et donc c'est le besoin, pardon, l'objectif principal de la systématisation. Ça va être d'assimiler par la répétition afin de pouvoir réutiliser, dans notre cas ici, une structure grammaticale. La deuxième question, ça va être comment systématiser.
Comment systématiser? On peut systématiser de plusieurs manières. Les manuels nous proposent beaucoup d'activités. Alors, beaucoup, selon les manuels, certains vont nous en proposer plus ou moins, mais la majorité des manuels nous proposent en général pas mal d'activités de systématisation. Parfois présentes directement dans le livre de l'élève, parfois dans le cahier d'exercice. Mais ces exercices, ces activités de systématisation sont principalement des activités à l'écrit. Or, ce qui nous intéresse, ça va être aussi une systématisation à l'oral. Parce que nos apprenants utilisent la langue, mais ils n'utilisent pas qu'à l'écrit. D'ailleurs, si on y pense actuellement, il est plus probable que nos apprenants parlent français, et quand je dis parlent, l'utilisent à l'oral plus qu'à l'écrit. Or, les manuels favorisent l'écrit. Donc ça, nous reviendrons dans quelques minutes sur cette question. Les activités proposées par les manuels, on peut en retrouver euh, de manière, elles sont assez variées, ces activités. Je prends ici un exemple avec les pronoms indéfinis. En fait, c'est assez fréquent pour les pronoms ou pour certaines structures. Ça va être d'abord demander à nos apprenants de faire un choix, de leur proposer deux pronoms, par exemple ici, et ça va être le contexte qui va leur permettre de déterminer quel pronom ils doivent choisir. Cela, bien sûr, vient après la phase de conceptualisation. On a déjà passé par la phase de compréhension globale et détaillée, par la phase d'observation, repérage, conceptualisation, et ensuite on passe seulement à cette activité de systématisation. On ne peut pas demander à nos apprenants de commencer directement avec cette activité si avant ils n'ont pas encore compris euh, la différence entre les pronoms. Ok. Alors, là, la deuxième activité que vous voyez ici, c'est la suite logique. Nos apprenants, on a déjà pu vérifier, parce que c'est notre objectif. En réalité, notre objectif, c'est de voir par ces activités de systématisation, est-ce que nos apprenants déjà ont compris? Et sinon, apporter des explications supplémentaires. Et de là, arriver à une activité où ils vont déjà être moins guidés. L'activité 11 que vous voyez ici, nos apprenants sont moins guidés. On leur donne plusieurs pronoms, mais ça va être à eux de déterminer quel pronom choisir. Voilà. Donc ça va être à eux de déterminer lequel sera nécessaire. Bien. Alors, on peut aussi avoir des activités. Ici, c'est assez similaire dans le sens où on nous donne déjà les réponses. C'est une activité de systématisation sur le pronom relatif dont. Et voyez ici qu'on a justement dont, qui, que ou Q apostrophe. Alors cette activité, pour vous donner un peu de contexte, elle est proposée au niveau B1. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les pronoms relatifs, même simplement qui, que, Q apostrophe, qui sont en général étudiés au niveau A2, ne sont pas toujours assimilés même au niveau B1. Donc, dans ce cas-ci, on peut aussi, si nécessaire, commencer par une activité où on va leur donner deux options. On pourrait avoir une autre activité qui serait antérieure, où là, ils vont d'abord devoir choisir. On pourrait aussi, avant d'intégrer le pronom relatif dont, faire une activité où on va s'assurer qu'ils connaissent bien, et qu'ils sachent utiliser qui et que. Souvenez-vous qu'il y a cette idée donc de progression en spirale. Nos apprenants, oui, ils ont vu un moment en A2 les pronoms relatifs qui que, peut-être qu'ils ont bien compris à ce moment-là, peut-être qu'ils ont bien fait leurs activités de systématisation, ils les ont bien exploitées dans leur production.
Mais il y a un moment où ça commence à être un peu lointain, et donc il n'est pas de trop de vouloir de refaire une activité avant d'inclure ce pronom relatif dont. Voilà. Ça, on peut le faire aussi. Alors, avant de passer à la suite, je voulais aussi faire une petite parenthèse, justement, parce que là, on est dans la partie de systématisation, et cette partie de systématisation, elle est commune aux trois approches. Autant la déductive explicite, pardon, qu'à l'inductive explicite, qu'à l'inductive implicite. Le choix entre ces trois approches, parce qu'au final, on va arriver à la même étape, qui est celle de systématisation, ce qui va nous permettre de déterminer le choix d'une approche ou de l'autre, ça peut être justement la complexité d'une structure grammaticale. Et attention, quand je dis complexité, je ne parle pas de difficulté. Quand je veux dire complexité, c'est-à-dire par exemple, dans ce cas-ci, choisir le pronom relatif dont, ça n'implique pas la même réflexion, le même, le même nombre de couches, je dirais, de réflexion que le choix de je voudrais pour exprimer le souhait. Ou par exemple, utiliser le futur simple quand on veut parler du futur. Si on parle de conjugaison, si on prend par exemple le passé composé implique plus de couches, si je puis dire, que le futur simple. Le futur simple, une fois on a déterminé, ok, c'est du futur simple, on a notre radical et notre terminaison. Dans le cas du passé composé, ça demande plus, y a plus d'éléments qui entrent en compte. Pensez déjà ne serait-ce que le choix de l'auxiliaire, est-ce que ça va être ou avoir, est-ce que, et est-ce qu'on va avoir, pardon, aussi l'accord ou non du participe passé. Donc ça implique déjà plus d'éléments. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit présenter ça à nos apprenants comme c'est plus difficile. Euh, le fait d'ailleurs de présenter un élément comme difficile a tendance à parfois bloquer certains apprenants. Mais on va devoir tenir compte de plusieurs éléments. Dans ces cas-là, est-ce qu'on va vraiment pouvoir passer par de l'inductif implicite? Est-ce qu'on va pouvoir complètement faire abstraction de la formulation de règles? Alors on pourrait, mais nous sommes malgré tout limités par le temps dans nos cours. Donc, il peut être nécessaire, malgré tout, de passer par de l'inductif, mais explicite, où on va quand même pouvoir formuler la règle, ce qui permettra en plus, a posteriori, à nos apprenants de revenir sur cette règle pour pouvoir réviser plus facilement pour réaliser leurs activités. Voilà. Donc, il faut quand même faire une distinction selon le point grammatical que l'on va voir, et ça peut dépendre aussi de nos apprenants. Encore une fois, il faut connaître nos apprenants pour savoir comment adapter la présentation, l'approche des structures grammaticales que nous souhaitons, euh, que nous souhaitons étudier. Voilà. Je reviens donc à la partie suivante pour la systématisation. Je vous ai dit qu'il y a la partie, on peut systématiser à l'écrit, ce que nous proposent les manuels. On peut aussi proposer à l'oral. Alors, je vous propose ici, je me suis permis de reprendre une activité que j'ai réalisée. Ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec des apprenants de niveau A1, justement pour systématiser j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Et en réalité, cette systématisation, elle peut presque passer de manière presque sous forme lexicale, je dirais, dans le sens où on ne va peut-être pas tellement se concentrer sur la conjugaison de j'adore, sur la conjugaison de j'aime, mais plutôt sur cette répétition. Donc ici, vous voyez, donc l'idée ça va être à deux, les deux apprenants ont la même fiche. Donc à deux, à l'oral, complétez les phrases suivantes à l'aide des éléments proposés et complétez le tableau avec les réponses de votre camarade. On donne un exemple, je déteste le chocolat. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs éléments.
cette activité, comme je vous l'ai dit, est destinée à des étudiants de niveau A1. Donc probablement, ils n'auront pas tout le vocabulaire nécessaire, et c'est pourquoi on peut donc les guider avec des images. On pourrait aussi imaginer qu'on projette si on veut avoir les couleurs et si on ne souhaite pas imprimer. Mais bon, ça c'est une question logistique. Et voyez, on a j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste, tous les éléments, et la deuxième page, voilà. On aurait une fiche qu'on va distribuer à chaque apprenant, et ils vont devoir donc uniquement cocher selon l'emoji. Pourquoi? Pour nous assurer que tous nos apprenants aient bien réalisé l'activité. Ce qui nous intéresse, en fait, en premier lieu, c'est surtout que chaque apprenant ait bien réalisé l'activité avec j'adore le chocolat, j'aime la pizza, je n'aime pas le café, je déteste le lait, etc., etc. Et si vous regardez, c'est une activité qui est très guidée, qui est très répétitive. Et dans la systématisation, il ne faut jamais oublier justement cet aspect de répétition. L'activité suivante, on pourrait ici avoir, vous voyez, répondez avec des phrases complètes aux questions que vous pose votre camarade. Et pardon, il y a une petite coquille, ça devrait être pose avec E, bien entendu. Ensuite, posez-lui vos questions. Notez la réponse de votre camarade à côté de la question avec un emoji. Et voyez, ici, on a chaque fois est-ce que tu aimes les films? Et on a les 4 options. Donc ici, on est déjà de moins en moins guidé, dans le sens où les apprenants vont devoir faire la modification par rapport à leur réponse. Et tout ça, on peut le faire à l'oral. Voilà. Encore une fois, on peut leur donner une fiche avec les images pour qu'ils comprennent bien à quoi ça fait référence s'ils ne connaissent pas le vocabulaire. On arriverait ensuite à une troisième fiche. Vous avez différentes paires de mots pour exprimer les goûts de Thomas. À partir des emojis, parlez de ses goûts grâce au verbe adorer, aimer et détester. Votre camarade vous indique si votre réponse est bien formulée. Alors ici, il faudrait imaginer qu'on ait deux fiches, une pour l'apprenant A, une fiche pour l'apprenant B. C'est pour ça que vous avez ici fiche A. Et vous voyez qu'on a ici, par exemple, le chocolat, emoji positif, le café, emoji triste. Thomas aime le chocolat, mais il déteste le café. Et en fait, l'apprenant B aurait une feuille de correction. Vous voyez ici, c'est incorrect, il aime le chocolat, mais il n'aime pas le café. Voilà. Et donc, vous voyez ici, on a à chaque fois Thomas, le bleu, le jaune, les films d'action. Donc, ici, le verbe n'est même plus conjugué. C'est vraiment les apprenants, donc, sont de moins en moins guidés pour arriver à une production. Ici, on aurait une fiche de correction. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de s'assurer que tous les apprenants soient en train de systématiser à l'oral et notre rôle soit principalement en fait de nous déplacer dans la salle de cours pour vérifier qu'ils soient bien en train de faire l'activité. Alors pas tellement dans un rôle de flicage, mais plutôt en fait de s'assurer qu'ils sont en train de le faire de manière correcte. Et si nécessaire, les recadrer, mais comme ça, on peut s'assurer que tout le monde parle en même temps, donc on augmente également le temps de parole de nos apprenants en cours. Voilà. Finalement, on arriverait à une dernière activité qui serait de plus en plus proche d'une production à proprement parler, de moins en moins de la systématisation, où on doit présenter les goûts à un camarade, on doit noter les goûts de notre camarade, et ensuite présenter les goûts de camarade à une autre personne de la classe. C'est-à-dire, Thomas présente ses goûts à David, David prend des notes, et après, il présente les goûts de Thomas à Martin. Voilà, directement de manière orale. Le seul élément qu'on donne en plus, c'est si le camarade ne donne pas beaucoup de réponses, ce serait de lui poser des questions avec est-ce que tu aimes? Voilà, parce qu'ils ont déjà fait 3 activités. Ils ont des fiches de vocabulaire, ils ont vu du vocabulaire, donc normalement, la personne qui va noter peut poser des questions si son camarade ne lui donne pas d'éléments de réponse. Bien. Voilà, donc la systématisation, pour résumer, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de varier écrit et oral selon nos besoins dans la production. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans notre production? Est-ce que ça va plutôt être une production orale ou écrite? Qu'est-ce qu'on va privilégier dans la systématisation pour y arriver? Souvenez-vous que toujours la structure grammaticale est exploitée dans la systématisation parce qu'on a un objectif communicatif.
Et l'idée est aussi d'arriver finalement donc à une répétition qui va favoriser l'assimilation. Et cette assimilation doit être progressive. On ne peut pas proposer une activité comme ça dès le départ si on n'a pas commencé avant par une activité où on va les guider vraiment avec j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Voilà. Bien. Alors nous arrivons à notre dernière euh, partie ici, où nous allons donc, je vais vous proposer quelques activités ludiques. Alors, des activités ludiques pour travailler la grammaire, il y en a beaucoup, mais je voudrais ici me limiter à quelques-unes qui sont surtout, je l'espère, variées et qui pourront vous servir dans vos cours. Euh, Certaines de ces activités, pardon, peuvent être adaptées à différentes structures. Dans d'autres cas, ce sont des activités qui vont fonctionner pour des éléments bien précis. La première activité, on peut réaliser un memory game. Alors le memory game, c'est assez fréquent dans les cours de FLE. On peut très bien imaginer qu'on ait, par exemple, une pile avec des cartes où on aurait des infinitifs et d'un autre côté des participes passés. L'objectif serait que nos apprenants puissent associer l'infinitif au participe passé. Et alors, pour travailler en même temps la prononciation, parce que, encore une fois, l'aspect oral est très important, surtout si on est euh, alors, à tous les niveaux, mais dans le cas des terminaisons verbales, je pense que vous savez qu'on a parfois beaucoup de travail à faire avec nos apprenants. Eh bien, on pourrait euh, permettre aux apprenants de conserver les cartes uniquement s'ils ont bien prononcé les deux formes. Voilà, par exemple, si on a, euh, vous avez le verbe faire et on a le verbe, le participe passé fait, mais si nous prononce ça fight, par exemple, ou fait, alors qu'on donne la forme au présent, eh bien, on leur demande de remettre les cartes dans le jeu. Ou qu'un autre camarade, s'il prononce correctement les deux formes, puisse conserver ces cartes. Voilà, donc ça permet justement d'avoir une activité même avec un peu petit côté compétition et s'assurer qu'il y ait la prononciation et en même temps le but principal en fait du memory game donc est la mémorisation, comme son nom l'indique. Une autre activité que vous connaissez peut-être déjà, que vous utilisez peut-être déjà, c'est Jacadie. Alors Jacadie, principalement, ça va être pour donner des indications à l'impératif. Et souvent, il va être combiné avec le lexique du mouvement et du corps. Bien sûr, on peut l'adapter pour d'autres structures, mais ici, on peut vraiment, moi je dirais que ça permet vraiment de travailler l'impératif et ça permet, on peut l'utiliser en fait avec tous les publics, avec les enfants, les adolescents, les adultes, ça fonctionne très bien. Une autre activité que vous connaissez peut-être déjà, c'est la chaîne. Alors, la chaîne, c'est une activité, on l'utilise beaucoup pour du vocabulaire. Par exemple, quand on travaille le lexique des fruits et légumes, par exemple, on demande à un apprenant, voilà, donne-moi un fruit. Et on va dire, OK, la pomme. Et le deuxième apprenant doit répéter et ajouter. Donc, la pomme, OK, ben, la pomme, la poire. OK, la pomme, la poire, la myrtille, etc., etc., etc. Je reprends ici un exemple qui est proposé par Défi quand on voit la question justement des hypothèses. On peut très bien créer une chaîne d'hypothèses. Avec par exemple, si j'étudie en France, je parlerai mieux français. Voilà, on donne cette première hypothèse et le premier apprenant doit, euh, doit donc reprendre la deuxième partie. Si je parlais mieux français, je ta 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 ta. Et le troisième apprenant reprendrait la deuxième partie
etc., etc. Donc il y a une idée en fait de chaîne. Alors parfois avec une répétition, comme je vous le disais pour le lexique, ça peut être aussi plus par transformation. Quel est l'avantage? C'est qu'ici, comme nous sommes à l'oral, ça nous permet vraiment de travailler la répétition, mais aussi l'attention. L'attention de nos apprenants pour bien voir, OK, qu'est-ce que ma camarade a utilisé? Et on peut même imaginer, ça c'est aussi à vous hein, de trouver des dynamiques où justement on va pénaliser, bien sûr, dans le cadre du jeu. L'idée n'est jamais de pénaliser d'un point de vue euh, avec des résultats, vraiment, que ça aura un impact négatif sur le résultat, mais plutôt dans le cadre du jeu, avoir vraiment ce type de dynamique. Et là, en plus, on peut aussi imaginer qu'on se mette en cercle. La même chose pour Jacadi, la même chose pour le Memory Game. Donc, quand on est avec des enfants, des adolescents, et même parfois avec des adultes, bon, ben, se lever un petit peu, ça permet de casser cette dynamique, parfois trop scolaire, je dirais, qu'on peut avoir. Moi-même, hein, le premier, où on peut justement donc sortir un peu de ce cadre de on est en train d'apprendre de la grammaire. Voilà. Alors, l'activité suivante que je vous propose, intitulée Ce n'est pas une course, alors je me suis permis de la reprendre d'une activité que nous avait proposée Xavier Lemerle, donc à l'Alliance française de Puebla. Alors, je l'ai adapté un petit peu à ma sauce. Ce n'est pas une course, en réalité, c'est une activité qui va demander alors un peu de l'organisation spatiale, parce qu'on va demander à nos apprenants, en général, ça va dépendre du nombre d'apprenants qu'on a. On peut créer 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, ça dépend, comme je vous dis, du nombre d'apprenants que vous avez dans votre classe. Et on va avoir besoin du tableau. Donc l'idée va être en fait de mettre nos apprenants en file, donc par groupe, face au tableau, et chaque équipe va avoir un marqueur. Et chaque marqueur sera en fait le relais de l'équipe. On peut créer une ligne invisible, hein, on peut peut-être utiliser les tables, qui est une table qui indique la limite. On peut aussi avoir peut-être un fil qui serait bien collé au sol pour éviter tout accident, donc qui serait la ligne derrière laquelle doivent être les apprenants. On peut, moi c'est l'exemple que je vous donne, mais vous pouvez l'adapter en fait pour de nombreux éléments, euh, d'avoir une liste de connecteurs de causes et de connecteurs de conséquences. Et ces connecteurs, on va avoir en fait dans notre tableau, on va diviser notre tableau en deux, et ce sera la partie cause, la partie conséquence. Voilà, c'est pas très original, on a des connecteurs de cause et de conséquences, mais on va le présenter comme ça. Et donc, les apprenants vont devoir aller écrire le plus rapidement possible. Donc, on aura par exemple dans l'équipe A une personne qui va noter un connecteur de cause dans la partie de cause. Une fois qu'il a terminé, il va vite revenir à la file de son équipe. Il donne le marqueur au suivant. Le suivant peut traverser et aller noter un autre connecteur. Alors, on peut créer plusieurs dynamiques. On peut considérer par exemple que seules les réponses correctes donnent un point. On peut aussi imaginer que à la fin du jeu, si il y a un connecteur dans ce cas-ci qui n'était pas bien placé, l'autre équipe peut obtenir un point si elle corrige. C'est-à-dire, par exemple, l'équipe B se rend compte que l'équipe A avait noté par conséquent dans les connecteurs de cause, ben, ils peuvent le mettre dans la partie correcte, celle de conséquence, et obtenir un point à la place de l'autre équipe. Voilà, on peut le faire comme ça. On peut faire la même chose avec les auxiliaires, avoir différents verbes, une variété de verbes, hein, une vingtaine de verbes, avoir auxiliaire être, auxiliaire avoir, et ils vont devoir indiquer le verbe dans la colonne de l'auxiliaire correct. C'est une autre manière de le faire aussi. On peut le faire de cette manière-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, déjà, ça permet aux apprenants peut-être de s'activer un petit peu, mais aussi de réfléchir et de réfléchir en équipe. Et à partir de cette activité, on peut bien sûr revenir à une activité de systématisation un peu plus classique ou à une réflexion.
à partir de l'activité. L'avantage des jeux, c'est que ça permet de dédramatiser. Ça permet de dédramatiser l'erreur. Ça permet de varier aussi, donc la dynamique, comme je le disais, de classe. Mais ça permet surtout en fait, d'entrer dans un jeu qui n'a pas d'impact. En tout cas, qui ne semble pas avoir d'impact pour nos apprenants. Mais l'idée, c'est qu'il ait un impact positif sur l'apprentissage. Voilà. Donc, si on va utiliser un jeu, bien sûr, il faudra toujours bien voir est-ce qu'il va fonctionner par rapport à notre structure, et il faut aussi bien le préparer par rapport à l'explication des règles, ne pas prendre trop de temps, mais que ce soit assez clair pour que le jeu fonctionne. Ça, c'est toujours primordial d'avoir une clarté dans l'explication. Je vais encore vous proposer une dernière activité. Alors, cette dernière activité, ça, c'est une activité par contre qui n'est pas nécessairement très adaptable, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est une activité que j'ai intitulée Je cherche une personne qui. Alors là, c'est un peu similaire à la chaîne. Cette idée d'activité, c'est pour travailler spécifiquement sur le pronom relatif qui. On a ici en bleu, ce serait un apprenant. On désigne un apprenant ou on demande un apprenant s'il y a un volontaire, une volontaire, qui commencerait avec Je cherche une personne qui, et il ou elle donne une information. Par exemple ici, je cherche une personne qui a 16 ans. Et le groupe devrait, tous en chœur, répondre une personne qui a 16 ans, et l'apprenant, le même apprenant, la même apprenante, ajouterait une information. Oui, une personne qui a 16 ans et qui parle français. Le groupe répondrait à nouveau. Une personne qui a 16 ans qui parle français. Le même apprenant, oui, une personne qui a 16 ans qui parle français et qui a un chien. Et ça reprendra ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une erreur dans les répétitions, ou on peut aussi déterminer qu'il y aurait un temps limite et qu'on passerait à un autre apprenant. Dans tous les cas, ici, même si c'est un seul apprenant qui commence, en réalité, tout le groupe va reprendre. Donc, on aura ce travail d'assimilation sur, sur le pronom relatif que. Voilà. C'est donc la dernière activité que je souhaitais vous proposer pour les activités ludiques. Et pour résumer donc ce webinaire, nous passerons ensuite aux questions. Mais je vous dirais donc qu'il y a toujours le point essentiel, c'est toujours penser au contexte, penser à notre production, à quoi est-ce qu'on veut arriver avec nos apprenants, avec la structure grammaticale qui est travaillée. Ne jamais voir la structure grammaticale pour elle-même, mais toujours dans un contexte, avec sa fonction, et s'assurer que nos apprenants auront pu l'assimiler avant de pouvoir l'exploiter dans un contexte donné. Voilà. Pour ma part, ce serait tout, mais je reste bien sûr pour les questions que vous auriez. Bien, merci beaucoup, Quentin, pour cette présentation. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions qui ont été posées, que ce soit sur le chat ou sur la partie questions-réponses. Pourtant, on vous invite vraiment à poser les questions maintenant. Toute question est la bienvenue. Euh, N'hésitez pas voilà, à poser vos questions. Bon, beaucoup de remerciements pour, pour l'animation du webinaire. Donc, Merci à vous. pas de questions quand c'est limpide. Pourriez-vous nous envoyer la présentation par mail? Alors, sachez que les webinaires sont enregistrés et donc ils sont partagés sur la chaîne YouTube d'Elifal. Et donc, vous n'avez pas, enfin, vous aurez les informations sur la chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça part. Y a-t-il un manuel que vous recommandiez avec des activités de systématisation à l'oral? Alors, très sincèrement, avec on avait préparé
une formation il y a déjà maintenant 2 ans, me semble-t-il, avec quelques collègues des Alliances et aussi une collègue de l'IFAL, sur la systématisation à l'oral spécifiquement. Et en réalité, il n'y a pas, en tout cas à notre connaissance, il n'y avait pas un manuel spécifique sur la systématisation à l'oral. Euh, Ce qu'on va retrouver par contre, c'est beaucoup d'activités dans les ouvrages qui vont nous obliger, en fait, même si ça a l'air on a l'air de réaliser de la systématisation à l'oral, on va avoir des activités qui demandent de passer par l'écrit. C'est-à-dire, on va souvent avoir vous écrivez et après vous lisez. Donc, les activités de systématisation à l'oral, malheureusement, pas de manuel, à ma connaissance, mais un besoin de création de notre part. Il y a vraiment en fait un besoin de création de la part des professeurs. Alors, je précise parce que je ne l'ai pas dit, une crainte qu'on peut avoir parfois par rapport à la systématisation à l'oral, c'est qu'elle vienne s'ajouter à la systématisation à l'écrit. En réalité, on n'est pas obligé d'ajouter des exercices. Les activités de systématisation, si on considère que les activités de systématisation du livre, du manuel, ne nous amènent pas logiquement ou peut-être vont prendre plus de temps et ne sont pas les plus pertinentes, on peut à ce moment-là, de notre côté, se poser la question, comment est-ce que je peux adapter cette activité pour la réaliser à l'oral? C'est ce que je peux dire pour le moment. Malheureusement, il y a, oui, Voilà. pas plus Il y d'outils. a, il y a une collègue, Perrine, qui nous parle d'un manuel qui s'appelle En jeu de Valérie Lemené, Ah, ah et ben donc merci. qui a des activités, enfin qui propose des activités de systématisation à l'oral. Il y a une question, alors comment faire avec le métalangage, adjectif, nom, déterminant, etc. Oui, alors la question du métalangage, c'est vrai que ça revient toujours, en fait. Euh, alors, à mon sens, ça va dépendre v- un petit peu du public que l'on a. Par exemple, du métalangage avec des enfants, vraiment, ça ne sera pas le plus pertinent, parce que parfois, ils ne comprennent même pas ce métalangage dans leur langue maternelle. Et je le dis pour les enfants, et en fait, ça arrive même pour les adultes. On a des adultes qui, en fait, commencent à comprendre leur langue maternelle à travers l'apprentissage d'une langue étrangère. Je m'explique. Il y a des apprenants, parfois, quand on leur parle de préposition en français, ils ne vont pas comprendre ce que c'est une préposition. Et une fois qu'ils comprennent, c'est comme ça qu'ils comprennent en espagnol ce que c'est. Donc, en fait, ça n'est pas très utile pour nous, parce que si on se dit, ah, mais c'est une préposition quand vous avez, par exemple, les pronoms interrogatifs, non? Pardon, les pronoms relatifs composés, on dit oui, mais vous avez besoin d'une préposition avant. Donc, on aurait besoin, parfois, me semble-t-il, plus d'un travail de répétition et aussi d'exemple. Parce qu'on peut penser, oui, si je dis une préposition, si je dis par exemple un verbe pronominal, un verbe avec un pronom réfléchi, parfois leur montrer plus d'exemples pour des verbes avec un pronom réfléchi, ben, si on met se reposer, se lever, se voir, se connaître, se retrouver, etc. En fait, si on passe par ces exemples et par une phase de systématisation sans nécessairement s'attarder sur ah ça c'est un verbe pronominal, eh bien probablement on va moins les focaliser sur cet aspect et en fait il y aura moins ce problème de ils ne comprennent pas ce que c'est. Alors que s'il y a une répétition avec des exemples et des activités, ça va mieux passer. Euh, à titre d'exemple, j'avais eu, en donnant une formation justement sur la systématisation à l'oral, des apprenantes qui me demandaient, oui, mais le verbe s'appeler, est-ce que quand on voit s'appeler, alors que c'est probablement un des premiers verbes qu'on voit dans nos cours de français, est-ce qu'on va déjà leur expliquer le fonctionnement des verbes pronominaux? Probablement pas. Probablement, on va leur demander d'étudier je m'appelle, tu t'appelles, sans s'attarder sur ah oui, mais vous avez le pronom personnel tu, c'est un verbe pronominal, donc non. Et avec la répétition, peut-être qu'ils vont. L'idée serait plus qu'ils l'assimilent comme on le fait avec du vocabulaire en fait. C'est pas toujours possible quand on arrive sur des niveaux B2, C1. Là, on arrive sur une analyse du langage qui demande du métalangage. Selon moi, c'est dur d'en faire abstraction. Si on en fait abstraction, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais
c'est possible, à mon sens, de s'en passer quand on est dans des niveaux A1, A2 et encore au niveau un peu B1. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Parfait. Oui, alors il y en a une autre. Oui. Donc, vous recommandez de créer, adapter du nouveau matériel par rapport aux étudiants et aux objectifs. Oui, alors bien sûr, j'espère ne pas avoir donné l'impression d'être trop critique par rapport au manuel, euh, parce que je me suis peut-être concentré beaucoup sur le côté il faut adapter, il faut modifier, etc. Euh, les manuels, si, comme je disais, si on les choisit, il y a probablement une raison qui nous motive à choisir tel ou tel manuel plutôt qu'un autre. D'ailleurs, si j'ai pris par exemple ici Défi entre nous, c'est parce que ce sont des manuels avec lesquels j'ai plus travaillé, donc je les connais mieux, et c'est pour ça aussi que j'ai pris cela. Donc c'était, on pourrait même penser que bon, voilà, c'est un peu arbitraire de ma part, j'aurais pu prendre d'autres manuels, mais voilà, c'était un choix qui était motivé par ma connaissance des manuels. On peut, bien sûr, si on considère, voilà, moi, telle activité, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas modifier le tableau? On peut créer, on peut adapter, mais on peut aussi créer. Ça peut arriver, par exemple, si vous avez un texte, par exemple, qui est démodé, ou par exemple, on a choisi un manuel, et le texte peut-être ne serait pas vraiment, ne parlerait pas beaucoup à votre public. Par exemple, on a face à un public hispanophone, et on a un texte pour parler des sports. Waouh, génial! Et on vous parle uniquement des sports d'hiver. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir chercher un autre document. Et à partir de ce document, ça impliquera peut-être de recréer un tableau de grammaire, si on souhaite proposer bien sûr un tableau de grammaire. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, Parfait. oui, Et donc, une autre question. oui. Auriez-vous des activités de systématisation sympas pour travailler le subjonctif avec des adolescents? Alors, à mon sens, en fait, ça il faut pas hésiter d'ailleurs aussi. Quand on a des exemples du livre, on peut se rendre compte que les exemples du livre sont très bien dans la structure, mais c'est au niveau du contenu où ça peut paraître moins intéressant. Donc, pour moi, je dirais en fait, c'est toujours essayer de mettre du contexte euh, pour, pour que nos apprenants, peu importe l'âge, se sentent identifiés. Par exemple, si on travaille subjonctif, moi je pense en premier lieu, il faut que, il ne faut pas que. On pourrait très bien demander à nos apprenants adolescents de créer les 10 commandements de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils ne doivent pas faire on peut même le prendre de manière humoristique, hein, pour embêter leurs parents. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire s'ils veulent euh, être un meilleur ami. Hein, pour être un meilleur ami, il faut que... Ta, 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 ta. Je vous donne un exemple très concret que j'ai eu il y a à peu près un an maintenant. Dans un manuel, on travaillait l'entretien d'embauche. Le problème, c'est que j'étais face à des apprenants euh, qui étaient encore à l'université, mais qui commençaient l'université. Et moi, je me dis, faire l'activité de l'entretien d'embauche, il pourrait le faire. C'est absolument pas un problème de pouvoir ou ne pas pouvoir le faire. Par contre, est-ce que c'était motivant? Pas tellement. Donc, ce que j'avais fait, là, par exemple, c'était l'adapter en reprenant des personnages de films. Par exemple, le MI6 a perdu son agent préféré, James Bond. Vous postulez pour son poste. Ou alors, par exemple, vous êtes à Poudlard. Harry Potter a besoin d'un nouvel équipier pour combattre les forces du mal. Et en fait, peut-être que au niveau communicatif, on va avoir le même résultat, mais le cadre est différent. Donc parfois, c'est pas tellement changer ce que nous propose le livre, mais ça va être de l'adapter pour nos apprenants. D'accord, merci beaucoup. Alors, Ouais. donc Véronica rebondit par rapport à la question du métalangage. Donc, c'est mieux de donner des exemples parce que les étudiants ne comprennent pas le métalangage, même pas en espagnol. Perrine
parle de la systématisation. Donc, il est souvent possible de modifier les systématisations écrites traditionnelles et manuelles pour les transformer en systématisation orale. Les manuels peuvent donc servir d'inspiration et la créativité du ou de la prof ou jouer avec l'expérience, c'est chaque fois plus facile. Oui. Effectivement, on est tous d'accord que c'est la veille pédagogique et l'intérêt du professeur ou de la Mm. professeure euh, qui vont amener à la modification, à la création de nouvelles activités. Il y a même Oui. parfois la même activité qui peut être adaptée plusieurs fois selon le contexte, comme tu le mentionnais dans la dernière activité dont tu parlais. Mhm. Et Voilà. j'ajouterais juste pour terminer la question aussi en fait du travail collaboratif entre collègues. Parce que quand on est face à ces modifications, on peut parfois être hésitant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à en parler avec les collègues et même demander comment est-ce que les collègues le font de leur côté pour un même point grammatical. Tiens, toi, comment est-ce que tu fais? Moi, je fais comme ça. Et ça permet justement d'aller un peu plus loin parfois ensemble. Bon, alors, parfait. Bon, encore une fois, merci beaucoup, Quentin, pour cette animation du dernier webinaire mensuel du FLE organisé par l'ambassade de France en collaboration avec l'Institut français d'Amérique latine. Pour terminer, j'aimerais bien inviter tout le monde à participer à la Journée internationale des professeurs de français qui aura lieu le 21 novembre à la Casa de Francia à côté de Reforma 222 à la Ciudad de México ou euh, dans d'autres villes du pays. Si vous n'êtes pas à la Ciudad de México, vous pouvez consulter donc les informations. Merci beaucoup. Vous êtes tous et toutes invités à participer à cette journée internationale. Et donc, j'insiste, Quentin, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci à vous et merci à tout le monde.